Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Suite à la victoire de Nicu Jordan au second tour de l'élection présidentielle célébrée dimanche dernier, nous avons voulu inviter une nouvelle fois une politologue, Raluca Alexandrescu, maîtresse de conférence à la faculté de sciences politiques de l'université de Bucarest, pour décrypter ce qu'il s'est passé et surtout ce qu'il pourrait advenir. Pour rappel, Nicu Jordan l'a emporté sur son adversaire souverainiste George Simeon avec 53,06% des suffrages contre 46,40% pour Simeon et une participation de plus de 64%, alors qu'elle ne fut que de 53% lors du premier tour. Raluca Alexandrescu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois au micro du Micro du Soir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté. Si l'on observe l'ensemble du processus électoral qui vient de s'achever, tant pour les législatives que pour la présidentielle, et ce depuis la fin de l'année dernière, on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment, et vous me direz si c'est la même lecture que vous avez, que d'un côté, il y a eu un certain assainissement de la scène politique roumaine, et de l'autre, l'installation, comment l'appeler, solide peut-être, d'un courant extrémiste, tant au Parlement qu'au sein de la société. Est-ce que c'est également votre lecture? Quelles sont les nuances que vous y apporteriez? Premièrement, bonsoir de nouveau et merci de m'avoir invité. Je pense que vous êtes un peu plus optimiste que je le suis. Je pourrais pas dire en fait qu'aujourd'hui on est devant une société ou une classe politique plutôt assainie. Et en fait, je prends ça dans l'ordre. Au mois de novembre-décembre, on a eu, théoriquement, on aurait dû avoir 3 tours d'élection. Bon, 2 pour la présidentielle et une fête sandwich, en fait, entre les 2 tours qui a été dédiée aux parlementaires. Et donc, je pense que une première cause pour laquelle on n'a pas aujourd'hui un mouvement d'assainissement qui soit en route, c'est parce que on a un Parlement qui est résulté de ce choix consciemment fait par les partis politiques qui ont organisé les élections, qui ont décidé du calendrier des élections il y a 1 an déjà, 1 an et demi presque, et qui ont en fait consciemment, je répète, mis les législatifs entre les 2 tours des présidentielles. Parce qu'ils sont en fait misés sur cet effet de locomotive du candidat qui aurait en fait pu passer au premier tour et duquel il pensait en fait que ce serait soit l'un soit l'autre des candidats de la coalition de gouvernement. Les calculs étaient assez cyniques et en fait c'était des calculs qui sont mal vus par la population de pire en pire, je dirais. Entre parenthèses soit dit, c'est le résultat des présidentielles aujourd'hui qui nous disent qu'ils en ont marre. Et donc, voilà, c'était un calcul cynique qui a provoqué un résultat très mitigé et assez confus dans le choix pour le Parlement. C'est le résultat de ce choix qui a porté au Parlement 3 formations politiques extrémistes ou de toute façon dites souverainistes. Peut-être on aura l'occasion de discuter un tout petit peu de la signification du terme souverainiste, que moi je suis un peu... je suis pas très convaincue de l'emploi, bon emploi de ce terme. Donc 3 partis d'extrême extrémistes, mettons ça comme ça, parce que j'hésite aussi pour les qualifier d'extrême droite ou de... Il y a un peu de tout là-dedans. Et qui aujourd'hui pose de problèmes, même si hier on a vu, avant-hier en fait, on a vu que il y avait une sorte de débâcle dans le camp du POT, le parti d'Uluoameni Tineri, le parti des jeunes, qui n'a plus de députés au Parlement, qui a perdu son groupe parlementaire au Sénat parce qu'il y a eu des défections
Bien sûr, suite au résultat des présidentielles. Donc, je reprends. Un assainissement, c'est difficile parce que on a ce Parlement qui est le résultat d'un choix politique cynique, d'un choix politique fait par des calculs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt public et qui a tout à voir avec les intérêts des partis et les arrangements entre ces partis. Et ensuite, on a ce Parlement qui, même si on voit aujourd'hui qu'il se défait un peu, qu'il refait des alliances et des groupes parlementaires, c'est toujours sur une base malsaine que ces calculs sont faits. Parce que, en fait, eux, ils disent, c'est ceux qui ont donné leur démission de ce parti-là. De ce parti-là. Les jeunes, parti des jeunes. Pardon, oui. Qui a comme présidente une politicienne qui a fait la campagne pour le candidat qui a perdu les élections, c'est-à-dire Giorgia Simeone, et qui est aussi la protégée, pour citer en fait une formule qui a été utilisée, c'est pas la mienne, une protégée de l'ancien candidat Călin Georgescu, qui a été en fait banni de l'élection de ce mois de mai dernier. Donc voilà, et donc toutes ces défections ne font que confirmer un instinct politique des parlementaires qui est celui de fuir en fait le bâton en train de couler. Mais c'est pas pour l'intérêt public, c'est pour leur propre intérêt. Ouais, non, vous avez bien fait de me reprendre. En fait, s'il ne s'agit pas d'un assainissement, malgré tout, est-ce que vous n'avez pas la sensation que la structure traditionnelle de la coalition au pouvoir, PCD, PNL, elle a vraiment pris du plomb dans l'aile et quelque part, l'électorat avait envie de ça, avait envie de lancer un pavé dans la mare et pour le coup, c'est vrai que là, on est dans un processus de nouvelle collaboration entre les partis politiques. C'est en ce sens-là que peut-être ces élections toutes confondues, même si c'est un petit peu aléatoire de dire ça, permettent une redéfinition, un nouveau schéma pour l'avenir. Écoutez, ce qui s'est passé en fait lors des dernières élections présidentielles est tout à fait extraordinaire. Donc je dirais pas que je suis pas tout à fait frappée par la mobilisation, surtout citoyenne, parce que tout à l'heure on parlait de classe politique, mais pour la mobilisation citoyenne, je suis un peu plus optimiste que je l'étais il y a 3 semaines, par exemple. Si on s'était parlé il y a 3 semaines, moi j'étais un peu pessimiste. Je voyais pas exactement comment on aurait pu, à ce moment-là, imaginer ce qui s'est passé en vérité. Donc, mobilisation citoyenne qui donne en fait un espoir. Pour ce qui est des arrangements des partis politiques et des alliances, ce que vous dites c'est tout à fait vrai. Le Parti social-démocrate surtout, il a pris en fait une balle dans la figure. Si on regarde un peu la carte électorale et la distribution des voix pour Giorgia Simeone, on voit bien que, en règle générale, je simplifie maintenant parce qu'il y a beaucoup de variations, même à l'intérieur d'un département et même d'une ville, en fonction des circonscriptions. Mais si on regarde un peu d'en haut cette carte, on voit que la répartition suit largement le contour des anciennes options pour le Parti social-démocrate, ce qui est assez frappant, mais ce n'est pas surprenant. De Simeone corroborent les votes traditionnels du PCD, c'est ce que vous voulez dire. Au moins une partie qui était représentée, qui se sentait représentée par le Parti social-démocrate, mais pas par la social-démocratie, entre guillemets, qui n'est pas très visible dans le Parti social-démocrate, et plutôt par ce discours et cette narration nationaliste, traditionnaliste, orthodoxiste même, qui a été en fait déplacée par Giorgia Simeone en sa faveur. Donc c'est en fait un déplacement. Donc si on pense à ce parti
notamment Parti social-démocrate, je pense que lui, il est en train de, j'espère, réfléchir à ce qu'il doit faire pour se raviver un tout petit peu et tirer les conséquences de ce vote. Et précisément, comment vous... Alors, on est en train de discuter au sein du Parti social-démocrate. Je crois que le président intérimaire, Soling Lindeanu, dit d'un côté qu'il serait d'accord pour faire partie du gouvernement, alors que la majorité dans son parti préférerait l'opposition. Nicolae et également Stolojan, qui est avancé comme Bolojan, pardon, excusez-moi, qui est avancé comme potentiel Premier ministre, disent que effectivement ce serait mieux pour le pays d'avoir un gouvernement qui suit le résultat des parlementaires de la fin de l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ? Bon, à l'intérieur du Parti social-démocrate, bien que Sorin Grindeanu donne l'air d'avoir du support à l'intérieur du soutien à l'intérieur du parti, j'ai l'impression que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Il y a notamment le maire d'une ville assez importante du sud de la Moldavie roumaine, je veux dire, Buzău, qui, Monsieur Thomas, il s'appelle, qui est récemment très médiatisé parce qu'il exprime un point de vue qui est contraire par rapport à la direction, disons, officielle du parti. Il n'est pas pour la première fois sur le devant de la scène, puisque c'est lui, en fait, parmi les premiers membre marquant du Parti social-démocrate qui a tiré la sonnette d'alarme après le premier tour des élections présidentielles annulées du mois de décembre dernier et qui a dit que ce n'est pas l'explication. Il s'agit en fait d'une sorte de connivence entre le Parti social-démocrate et une partie des voix qui ont été données entre guillemets à George Simeon. Donc là, c'est en fait une question de... Et lui, qu'est-ce qu'il propose alors ? Lui, il dit qu'il faudrait en fait refaire la vision générale du Parti social-démocrate, qu'il faudrait puiser un leadership dans des personnes qui n'étaient pas jusque-là véritablement réformer le parti. Voilà, une réforme du parti. Il est très critique par rapport à cette classe d'oligarques, barons qui Alors, il est pour faire partie du gouvernement, du prochain gouvernement ou pas ? Il est plutôt en fait en faveur d'une collaboration gouvernementale. Mais vous savez, ce qui... Est-ce que vous dites qu'il a un certain poids donc aujourd'hui au sein du parti ? Oui, il paraît. Bon, on ne sait pas exactement, on ne peut pas en fait évaluer. Donc c'est difficile aujourd'hui de savoir. Mais en revanche, ce qui sonne un peu familier du point de vue des scénarios, c'est que ce scénario, le Parti social-démocrate se retire généreusement pour donner la place à d'autres partis et d'avoir l'occasion de gouverner, ça s'est déjà passé dans l'histoire politique roumaine. Mais sur le Parti social-démocrate, il n'y a pas de majorité parlementaire. Oui, mais c'est un scénario. Lui, en fait, le parti, Grindeanu et le reste, il évoque en fait la possibilité d'avoir un gouvernement technocrate. Et ça me sonne très familier parce qu'en fait, on a eu cette solution. Avec Dacian Cioloș. Oui, mais quel était le résultat? C'est pour ça que le Parti social-démocrate est très intéressé. Le résultat, c'était que le gouvernement de Dacian Cioloș a pris, tout le relais dur et lourd de l'héritage du mauvais gouvernement fait par Monsieur Ponta à l'époque. Et ensuite, le Parti social-démocrate a remporté les élections. Et vous pensez qu'ils sont toujours dans ce calcul-là ? Oui, je pense. C'est un des calculs qu'ils se font sûrement. Parce que, admettons que le Parti social-démocrate choisit l'opposition. Comment Nicu Jordan et son nouveau Premier ministre pourraient former une majorité parlementaire ? C'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a pas suffisamment gouverner avec un gouvernement minoritaire, impossible de faire passer quoi que ce soit. C'est impossible. Donc, Nicu Jordan a une mission très difficile. Vous pensez que des élections anticipées pourraient être
Ah non, ça serait la catastrophe, je pense. Dans le climat actuel, ce serait en fait le Mais tapis vu la rouge. situation, si la Le tapis rouge ouais. pour l'Alliance pour l'unité des Roumains, l'AUR, le parti de George Simion. Effectivement, George Simion a eu un score, et on va en discuter, assez conséquent à la présidentielle. Mais quand on revient aux législatives de la fin de l'année dernière, toutes les forces populistes confondues n'ont pas dépassé 30%. Oui. Alors, ce qui est beaucoup. Oui. Mais ils ont été loin de la majorité. Oui. Oui. Et loin du pourcentage de Simion. On l'oublie un petit peu. Oui, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, des élections anticipées seraient encore pires que ce qu'il y a. Parce qu'il y aurait l'effet locomotive dont vous parliez. Exactement, exactement. Et en plus, peut-être vous l'avez remarqué, les dernières sorties dans l'espace public de George Simion, y compris la contestation qui hier a été rejetée. Hier a été rejeté. D'accord. C'est en fait une manière de non pas nécessairement d'essayer de renverser le résultat des élections. Je pense pas qu'il s'est fait ce calcul-là et je pense pas qu'il se faisait d'illusions. Sauver un peu son image. Voilà, et en fait monétiser l'avantage que son parti maintenant peut tirer des Vous pensez qu'il va résultats. rester président Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que il a pris lui, il y avait une aile dissidente dans ce parti, mais qui a déjà annoncé toujours hier ou avant-hier que en fait c'est avec Claudiu Târziu, qui est un idéologue pur et dur du parti et qui l'a quitté, et qui a annoncé la fondation d'un autre groupe, d'un autre parti politique. Il a annoncé ça, il a dit que le parti des conservateurs. Oui, voilà. Donc là, dans le parti actuellement, je pense pas qu'il y ait une autre forme d'opposition. Et je pense que Simion... Călin Georgescu pourrait... Oui, mais je pense pas qu'il... Călin Georgescu, c'est un personnage qui comment dire, vit assez mal dans l'air libre et frais de la confrontation politique. Lui, il est un personnage qui préfère donner ses avis un peu élucubrants, je me permets de le dire en politologue, depuis son bureau ou son appartement. Qui n'aime pas du tout, en fait, le contact, même avec les foules qu'il attire. On peut très bien étudier, en fait, sa manière d'interagir avec le public. Lors de ces sorties, je ne sais pas, pour le vote dimanche dernier, voilà, on voit très bien que même à ce niveau-là, il est mal à l'aise, il est toujours entouré par des bodyguards, voilà, donc ce n'est pas quelqu'un qui aime vraiment l'exposition médiatique, publique, qu'entraîne une telle fonction publique. Raluca Alexandrescu, évidemment, ce nouveau président, Nicu Jordan, est attendu au tournant, mais pour l'instant, il suscite énormément d'espoir. Ses tâches sont néanmoins immenses et je voudrais rappeler, et vous me direz si c'est une bonne chose de le rappeler, mais et je trouve qu'on l'a pas suffisamment lu, entendu, que la Roumanie est surtout un parlementaire. Oui, semi-présidentiel, semi-parlementaire. Semi-présidentiel, semi-parlementaire. C'est semi, de toute façon. Quand on regarde un petit peu entre les lignes, ce que dit non pas entre les lignes, pourquoi entre les lignes, mais la Constitution, c'est le Premier ministre et son gouvernement qui ont véritablement les manettes du pouvoir. En tout cas, concernant les principales thématiques nationales, l'économie, les affaires sociales, etc. Et une fois le Premier ministre désigné, ça c'est une prérogative du président, c'est vrai, après son élection,
que peut faire un président roumain? Il a la main sur la politique étrangère et encore, les traités internationaux doivent être ratifiés par le Parlement. Mais quand on dit qu'il a la main sur... C'est le président du Conseil suprême de la Défense, mais encore une fois, il est quand même... Il a des pouvoirs très limités qui n'ont rien à voir avec les pouvoirs d'un président français ou américain. On a fait, notamment dans la presse étrangère, un amalgame entre l'élection présidentielle roumaine et d'autres élections des pays occidentaux où l'exécutif présidentiel est véritablement assez puissant. Là, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que va pouvoir véritablement faire en termes de politique nationale Nicu Jordan? Ouais, c'est une très bonne question et vous avez raison de le signaler en fait. Ne serait-ce qu'un petit peu pour apaiser les espoirs aussi. Oui, pour les tempérer un tout petit peu. Oui, tempérer plutôt. C'est en fait, il y a bien sûr, il y a la Constitution qui est très claire en ce cas. Il y a une compétence limitée du président dans ce qui est surtout des affaires économiques et bien sûr de la justice. Mais il a quand même quelques attributions dans le domaine de la justice qui méritent peut-être d'être signalées. Parce que la justice est un gros problème en Roumanie en ce moment et on a fait des changements dans la loi, surtout pour la nomination par exemple, du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui maintenant qui était en fait l'apanage du président et qui depuis quelques années, est sorti en fait de ses attributions. Donc, il mériterait peut-être de regarder un peu de ce côté-là pour revenir à ses prévisions. Mais bon, donc, il a peu de compétences théoriquement, constitutionnellement parlant. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, Raluca Alexandrescu, mais concernant précisément sur ce sujet des nominations, en ce qui concerne les services de renseignement. Ah oui, il a le droit il a cette compétence. Oui, c'est lui. Donc, il a en fait... Les deux services, SRI et SIE. Il est chef de l'armée, il préside le conseil de défense du pays, Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Il a la nomination des directeurs des services secrets. Avec ratification du Parlement. Avec le soutien du Parlement. Mais il a quand même ce pouvoir. De désignation. Donc, de ce côté-là, côté défense, côté sécurité, côté affaires étrangères, et là, les attributions, disons, classiques régaliennes. Pour synthétiser un peu à la française ce type de pouvoir. Pour ce qui est des affaires économiques et pour ce qui est de la relation avec le Premier ministre et avec le Parlement, il y a quelques différences essentielles par rapport, par exemple, à la Constitution française et aux attributions du président français. Bon, premièrement, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée comme le président français peut le faire et l'a fait, d'ailleurs, il y a un an. Donc, il peut se retrouver devant l'option de dissoudre l'Assemblée dans le cas où la nomination du Premier ministre est repoussée par le Parlement 2 fois de suite. Au début. Voilà. Donc, mais maintenant, après, voilà. Donc ça, c'est en fait limité. Et je dirais que dans le cas précis, comme on vient de le voir, je pense qu'on n'a pas intérêt, pour le souci démocratique, de provoquer maintenant des élections anticipées. Traditionnellement parlant, en plus, le Parlement roumain et le système politique roumain n'est pas très enclin à faire des élections anticipées. C'est, si vous voulez, un stéréotype de la politique roumaine après 89. On en parle beaucoup, mais on n'en fait jamais. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire politique roumaine après 89, bien qu'on passe ce sujet à tort et à travers moult fois. Voilà. Bon, donc ce n'est pas dans la culture politique des élus de provoquer eux-mêmes un effort supplémentaire d'être réélus. Parce que l'investissement est grand dans une élection. Il faut toujours en fait prendre soin à négocier un peu les alliances politiques, donc c'est difficile. D'autre part, la relation avec le Premier ministre,
Bon, il désigne un Premier ministre qui forme son cabinet. Ensuite, il n'a pas le pouvoir de le congédier, en fait, comme c'est le cas en France. Est-ce que vous diriez que si le tandem est bon, si le président et le Premier ministre s'entendent particulièrement bien, le pouvoir du président, mais ce sera quelque part un pouvoir implicite qui pourra faire passer, parce qu'il s'entend bien avec son Premier ministre, il pourra faire passer des propositions de loi, et c'est en cela que le président de la Roumanie a une influence même dans les affaires intérieures. Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est une question d'entente. Et on a vu d'ailleurs dans l'histoire politique roumaine les dernières 35 années, on a vu que là où il y a une entente, là où il y a une connivence, il y a aussi une bonne collaboration. Et il y a aussi une majorité, pas nécessairement très importante, mais il y a une majorité parlementaire qui se fixe et se cimente, si vous voulez, parce que c'est en fait un effet de cette collaboration, bonne collaboration. Voilà, président, Premier ministre avec ses ministres. C'est une cause efficiente, si vous voulez. Et au contraire, quand il y a une mauvaise collaboration, ça se passe plutôt mal et le président se retrouve un peu isolé et dépourvu d'influence. Mais l'exemple d'une bonne collaboration, on la retrouve par exemple dans le mandat du président Traian Băsescu, donc qui était avant les deux mandats du président Iohannis. Et qui a très bien collaboré avec son premier ministre de prédilection, qui était Emil Boc, l'actuel maire de la ville de Cluj. Et non pas le suivant, Alicianu. Non, là, ça s'est plutôt mal passé, je dirais. Donc, on a des précédents dans la pratique politique roumaine qui peut peut faire que la Constitution soit un peu aménagée, arrondir les angles de ces prévisions constitutionnelles qui sont plutôt disons, sévères. J'aimerais qu'on revienne à dimanche soir dernier, à l'annonce des résultats. La multitude rassemblée devant la mairie de Bucarest scandait « Russia nu uită, România nu iată », Russie n'oublie pas, la Roumanie ne t'appartient pas. Comment jugez-vous le poids du contexte géopolitique dans cette élection? Il est plus important que jamais, je dirais. Et je pense qu'on est tous, en fait, saisis. Est-ce que pour vous, ça a été... c'était la politique nationale qui comptait davantage que le contexte géopolitique? Vous savez, on ne peut plus parler de politique nationale sans regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Parce que... Ou du côté des électeurs. Il y a, en fait, même dans la propagande la plus manipulatrice que ce soit, couler d'un certain côté des candidats, et notamment sur, j'anticipe un peu peut-être les sujets qu'on va aborder plus tard via TikTok. Je reviens, donc même dans cette propagande, il y avait tout le temps aussi un côté de politique internationale. Bon, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais en fait, il y a eu toujours en fait des sujets qui n'envisagent pas uniquement des sujets de politique nationale. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est que objectivement parlant, on vit dans une région, et j'oserais dire dans un monde qui ne peut plus être envisagé uniquement du point de vue strictement local ou régional ou même national. On ne peut plus faire ça. Et on peut de moins en moins, je dirais, le faire, même si en fait, les adversaires de la globalisation ne font que dire qu'il faut arrêter la globalisation. Mais je pense que ça, c'est l'effet paradoxal de cette propagande anti-globaliste, anti-mondialisation, de voir en fait s'accentuer les problèmes globalisés. Et il suffit d'envisager un peu la politique de l'administration Trump envers
les problématiques de politique interne des États membres de l'Union européenne, notamment la Roumanie. Donc, ça, c'est une question objective. Et n'en parlons plus de la guerre qui est à nos frontières. Voilà, donc ça, c'est une question. L'autre question, c'est que la propagande russe et récemment, hélas, américaine, trumpiste, ne mettons pas l'américaine, mais plutôt trumpiste, vise explicitement s'introduire d'une certaine manière dans la politique nationale roumaine. Donc, même si on ne veut pas le faire, on est obligé de regarder ailleurs aussi, parce que il y a des influences c'est les réalités directes. C'est des déclarations très concrètes des autorités russes, des proches du Kremlin. Vous avez vu en fait les déclarations et les émissions de télé sur Первый canal qui constatait que on peut plus avec ces Roumains qui sont devenus arrogants, parce qu'ils ont mal voté. Voilà. De ce côté, de l'autre côté de l'océan, un certain Musk qui, même s'il n'est plus dans une odeur de sainteté nécessairement avec l'administration Trump, est quand même un porteur de discours et qui déclare ouvertement son mécontentement par rapport au choix des Roumains. Voilà. Donc on est en fait obligé, même si on voulait pas, on est obligé de prendre en compte aussi des sujets de politique internationale et de voir l'ensemble des implications que ce choix de politique nationale entraîne. Donc ce vote a véritablement été un vote sur des politiques nationales et qui a pris aussi un contexte géopolitique complètement en compte. Oui, alors, tout à fait. Précisément, revenons sur, vous l'indiquiez, la problématique TikTok, mais disons des réseaux sociaux de façon générale. Une meilleure gestion de ces réseaux, notamment de certains réseaux, paraît être une nécessité. Je m'aventure à dire ça, non seulement suite à la campagne de Călin Georgescu, mais de façon générale. Comme dans la vraie vie, les voies rapides de l'Internet ont besoin de panneaux de signalisation afin d'éviter les accidents. Alors ça, c'est pas de moi, c'est Thierry Breton, qui est l'ancien commissaire aux télécommunications de la Commission européenne, qui faisait ce parallèle qui me paraît aujourd'hui tout à fait correct. Mais cette prise de conscience qu'il faut des normes, et je dirais que c'est la voie bruxelloise et également de dire on peut pas laisser les choses en l'état. Cette prise de conscience, notamment dans les pays de l'Est où il y a une certaine fascination, comme partout ailleurs, mais quand même pour tout ce qui est nouvelle technologie et on s'adapte et on utilise sans garde-fou tout ce qui nous vient. Cette prise de conscience semble se faire attendre. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la bataille, elle est, et on l'a vu, elle est là. Comment faire pour se prémunir de tous ces excès? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de les prendre une par une. Et je vais commencer avec votre observation concernant cet engouement dans les pays de l'Europe centrale et de l'Est, au sud-est européen. Peut-être que je me trompe, vous allez nuancer mes propos. Je suis en train de réfléchir à ça. Je dirais que je ne sais pas si c'est l'engouement nécessairement ou c'est plutôt en fait l'instrumentalisation de cet appétit qui n'est pas peut-être spécifique pour la région, mais en fait il a été l'instrumentalisation de cet appétit au service de ces influences étrangères. Surtout la Russie. Parce que la Russie travaille depuis longtemps. Ce n'est pas à partir des élections de 2024 que ça s'est passé. Elle travaille depuis longtemps. Et elle travaille y compris par les réseaux sociaux. Et là, vous faites également référence à la campagne de Călin Georgescu. Oui, et même avant. Oui. Et même avant. Parce que là, c'était flagrant. Mais même avant, on était très conscient du fait que il s'agit
d'une volonté tout à fait évidente, et prouvée d'ailleurs, y compris dans les élections américaines de 2016, là où Trump s'est fait élire. Donc c'était une volonté et une action russe concertée par les bots, par les usines de trolls. On connaît tous. Quand vous dites, pardon, excusez-moi, on était tout à fait confiants, des gens comme vous. Qui, oui, mais bien sûr. Quand on pense à... Ah non, je ne parlais pas du public. Oui, voilà, malheureusement, mais comment faire vis-à-vis de ce public? Voilà, donc pour ce qui est de cet engouement, il est instrumentalisé. Je pense que c'est pour cela qu'il a beaucoup plus d'effet, parce que l'attention, l'œil de la propagande russe est plutôt porté vers cette région de l'Europe, parce que c'est stratégique. Voilà. Donc, deuxièmement, l'engouement est tout à fait clair, net et évident. Et surtout, ça a à faire aussi avec un manque de réglementation, surtout au niveau, je dirais, avant d'arriver à Bruxelles, on a un problème de gestion de cette utilisation irréfléchie de la technologie dans notre système éducatif, je dirais même. Ça peut paraître un peu issu de nulle part, mais c'est un problème que j'observe depuis longtemps en tant que professeur, enseignante, et en tant que mère aussi. Il y a une utilisation irréfléchie et malsaine des smartphones depuis un très jeune âge. Et je vois avec beaucoup d'envie les initiatives qui sont celles de la France, par exemple, ou n'en parlons plus de l'Australie, qui a interdit en fait à partir... Des pays nordiques européens, oui. Voilà, donc on pratique une interdiction des smartphones dans les écoles, et c'est pas ce qui se fait, se pratique dans les écoles roumaines. C'est la catastrophe. Je dis ça sans aucune réserve. Voilà. Il y a eu dans les collèges et lycées en Roumanie, l'interdiction est optionnelle, c'est ça, ou comment ça se passe? Ce n'est pas réglementé. C'est-à-dire avec les réglementations locales, peut-être. Je pourrais pas le dire. Mais tant qu'il n'y a pas une réglementation suivie qui soit issue par le ministère de l'Éducation, moi je ne vois pas exactement comment ça pourrait agir. Oui, parce que le problème, c'est ça, c'est que cette technologie, elle n'est pas neutre. Il faut elle dire clairement que les algorithmes, ils sont créés et pensés pour générer du clic et donc de l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait davantage Et pour revenir exprimer. Maintenant au deuxième volet de votre question, au troisième en fait, la réglementation à Bruxelles. La réglementation européenne. Moi, je peux en fait voir qu'il y a un effort de la part de l'Union européenne, qu'il y a une réglementation qui ne vise bien sûr pas le contenu, mais plutôt l'accès de ces grandes entités, les GAFAM, sur le marché des services européens. Et je salue ces initiatives. J'espère qu'elles seront renforcées. D'autre part, je dirais que la tâche est rendue très difficile par les pressions qui sont celles de l'administration Trump et qui poussent en fait contre ces réglementations. Donc, nous voilà de nouveau sur la scène internationale et en contact avec la géopolitique. Est-ce que vous diriez que dans les médias en Roumanie, il devrait y avoir peut-être davantage d'explications par rapport à ce que vous dites, à ces phénomènes de réglementation qui sont nécessaires, etc. On les voit pas beaucoup. Oui, je pense qu'il faudrait faire une sorte de campagne d'information. Sensibilisation par rapport à tout ça. Surtout que, et là ce sera ma dernière question, Raluca Alexandrescu, le sujet est d'autant plus grave que là on est au début d'une, on va pas dire d'une nouvelle ère, mais enfin bon, de quelque chose qui a en tout cas écarté la mouvance extrémiste pour un temps, mais les électeurs sont là. Il suffit d'un nouveau leader, peut-être toujours de George Simeone, mais la base électorale, elle est là, elle est solide, et si on continue à
toujours allumer la mèche des réseaux sociaux qui portent en grande partie ces électeurs, eh bien, on est face à de nouveaux problèmes à l'avenir. Donc, c'est un électorat très important. C'est 5 millions et quelques de votes pour Simeone. C'est pour cela que, d'ailleurs, mon enthousiasme est toujours tempéré. On est très content que le résultat soit pour l'Europe, mais en même temps, on a ce problème qui reste et qui, comme vous le dites très bien, risque de s'aggraver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut, premièrement, en tant que politologue, il faut analyser, pas seulement moi, ceux qui peuvent réfléchir à ce sujet, bien mieux que moi peut-être, il faut analyser les tranches de cet électorat, parce qu'il n'est pas uniforme, et les motivations de certains ne sont pas les motivations des autres. La diaspora, la fameuse diaspora, est une partie du problème. Et là, des distinctions tout à fait claires et nettes par rapport aux options et à la motivation des électeurs de Roumanie. La diaspora se retrouve en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. J'ai remarqué le fait que le pourcentage le plus important pour Simeone était en Allemagne. Et il y a des sociologues qui, en fait, estiment que le niveau d'intégration des communautés roumaines dans les communautés plus larges en Allemagne est moindre que celui des communautés en Espagne et enItalie, pour une raison très évidente. C'est pas la seule, mais elle est très évidente, la raison linguistique, de l'intégration linguistique. Donc, maintenant, il y a peu de... Pardon, excuse-moi, je vous coupe. Oui. Depuis Bucarest, il y a peu de choses qu'on puisse faire vis-à-vis de cette diaspora. Bien sûr, donc, on peut constater, le travail en être conscient. Et surtout dans le pays. C'est déjà très important d'être conscient de la motivation différente de ces communautés. À l'intérieur, je pense que la réponse la plus simple, c'est de bien gouverner pour une fois. De bien gouverner pour une fois. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est en même temps très simple et c'est gigantesque. Parce qu'on a mal gouverné depuis belle lurette. Il faut en fait se rendre compte que la seule solution, c'est que les citoyens de la Roumanie voient un peu les effets concrets de cette prospérité dont on leur parle tellement. On peut pas convaincre les Roumains que l'Europe est bonne et que les politiques européennes et les fonds européens sont bons si ces fonds ne produisent pas de la prospérité palpable pour eux aussi. Voilà. Raluca Alexandrescu, on va s'arrêter là-dessus. Il faut bien gouverner pour une fois. Je pense que c'est une belle phrase de conclusion de notre discussion. Merci infiniment d'avoir été au micro du soir. Et bon, croisons les doigts pour la suite. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est tout pour ce soir. Week-end Placoute. Au revoir.